Alors nous sommes ce soir avec Alain des Dead Brothers avant le concert à la Bobine et on va essayer de rentrer un peu plus dans l'univers particulier du groupe avec quelques questions sur... Vous êtes sûr que vous voulez entrer dans notre univers particulier? On ne sort pas si facilement, je vous avertis. On va essayer d'approcher en tout cas avec des questions sur les influences et les références du groupe et de la musique en général. Alors première question, elle va toucher plutôt la musique et si on devait définir le groupe par un instrument. Est-ce que ça serait un vieux cuivre cabossé? Est-ce que ça serait un accordéon? Une guitare avec le vernis un peu craquelé? L'idée de base, quand on a commencé, c'est que en fait j'ai rencontré deux drôles de types dans ma ville et qui avaient un duo de tuba. Et ça a été en fait la première idée. On a fondé un Medicine Show. Un Medicine Show, c'est un petit spectacle qui se faisait dans les années 20 et 30 aux États-Unis sur un petit tréteau. C'est un docteur en fait qui venait vendre un médicament. Des potions, des lotions. En fait, de l'alcool. Mais c'est interdit, mais bon, ça faisait du bien quand même. Et on a mis ça sur pied. Et c'était la première version des Dead. Guitare acoustique et deux tubas. Donc effectivement, le tuba, ça reste un peu notre... Le point un peu d'ancrage. Emblématique. D'accord. Ça reste notre instrument emblématique. Ce qui suit un peu le groupe tout le long. Ouais, je crois que on confond. On a appris à connaître un peu la musique des Balkans, mais ça, c'est une autre utilisation des cuivres. Le tuba, c'est mou. C'est gros et c'est lourd et triste. C'est les Dead, quoi. Et là alors dans le début, l'utilisation des deux tubas, c'était une utilisation plutôt rythmique, plutôt mélodique, était une dynamique plus percussive. C'était absolument comme les Dead utilisent le tuba. Encore actuellement. Comme la basse, mais on dirait un peu l'orchestre de Moulinsart. La fanfare de Moulinsart, un peu cassée. Qui note les temps et qui note vraiment... Quelque chose qui est trop parfait, on ne trouve jamais la porte d'entrée. Il faut qu'il soit cabossé. Ouais. Une trompette neuve, c'est pas drôle. Il faut qu'elle ait de la patine, qu'elle ait vécu, qu'elle ait souffert, qu'elle ait pris des coups, qu'elle soit un peu tordue. Et là, ça commence à devenir intéressant. Alors justement, j'ai l'impression que le groupe est un peu cabossé aussi, dans le sens où il a une assez longue durée, mais avec plein d'allers-retours, plein de détours. En quoi est-ce que ça a forgé justement le son du groupe, de changer beaucoup de musiciens, d'avoir des moments de rupture, des moments de relance, etc. Elvis Costello disait: si tu croises un musicien qui fait les choses différemment de tous les autres musiciens, ça vaut le détour de toute façon. Il faut t'arrêter. Et en fait, je croise des musiciens et ils font les choses autrement. Et quand ils rencontrent les Dead, ils se disent: ah bah oui, avec vous, on peut s'exprimer, on peut y aller. Ouais. Et en fait, c'est comme ça que effectivement les histoires s'additionnent. Mais juste préciser que à deux reprises, il y a plus d'une vingtaine de musiciens en 10 ans, seulement à deux reprises, on a dû se séparer non de gaieté de cœur. Sinon, jamais personne n'est vidé de ce groupe. Ouais. Il reste partie de la famille et puis il revient quand il veut. C'est une dynamique assez naturelle où les gens partent et reviennent. C'est-à-dire qu'ils ont d'autres boulots. Ils ont d'autres boulots, ils ont d'autres... Mon problème, c'est que pendant les années 80, il y a eu tellement de groupes qui étaient bons. Puis ensuite, le batteur, il partait en vacances ou il se mariait et puis il fallait recommencer le groupe. J'ai dit, ça sert à rien. C'est égal. En fait, l'expérience fondatrice, c'est quand les Maniacs, mon groupe d'avant, on a enregistré à Memphis. Et là, j'ai rencontré Jim Dickinson, qui est un producteur, qui a produit l'album. Et lui, il avait un groupe qui s'appelait Mud Boy and the Neutrons. Et le concept de Mud Boy and the Neutrons, c'est qu'il jouait que des classiques de Memphis. Ouais. Mais il avait un pool de musiciens, 300 musiciens qui travaillent dans les studios là-bas avec lui, et qui connaissaient tous les morceaux. Alors, il les faisait jouer à tour de rôle. Donc, c'était toujours la première formation de Mud Boy and the Neutrons. Il n'y avait jamais... ça a donné une fraîcheur. Et c'est ça la théorie du rock de Memphis. C'est c'est jamais comme la première fois. Pour tout, c'est des gens qu'on peut employer, un peu les requins de studio qui connaissent tous les classiques. Des musiciens qui connaissent la tradition en fait, le folklore, si on veut,
c'est un peu, c'est le concept gypsy aussi. On a des traditionnels et puis Oui. après on Et peut autour, jouer. on peut s'arranger et faire quelque chose d'autre. Je pense pas on invente des vieilles histoires, nous. Ouais. Ça existe déjà tout. Alors justement, le nouvel album, quelle est plutôt sa tonalité quelles images ou qu'est-ce qui pourrait un peu l'avoir inspiré ou peut-être les instruments qui vont surgir et qui vont être un peu plus prégnants que... Alors, c'est clair que en fait, on a commencé à la Nouvelle-Orléans et on retourne dans le passé toujours plus. On creuse toujours plus profond. Certains disent on creuse notre tombe, peut-être, mais on verra bien où on arrive parce qu'on continue à creuser. Là, on en est en plein Moyen-Âge. Sur ce disque, il y a des sistres, des sistres de Thuringe, des sistres de Lemmental, des sistres à long cou. Il y a des vielles à roue, il y a des cornemuses, il y a des vieilles mandolines. On vient à une espèce de folklore alors plutôt européen, pour le coup. En tout cas moyenâgeux. Alors, du coup, forcément européen. L'Amérique, nous, notre théorie, c'était que le rock'n'roll, c'est un amalgame de musique européenne auquel on a rajouté encore d'autres épices, aussi, bien sûr. Mais bon, ces influences africaines, on les retrouve quelque part en Europe aussi, évidemment. Donc, nous, notre théorie, c'est que... Bon, moi, je suis né au Canada, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est la musique européenne. Donc, on a décidé de remettre ensemble ces musiques européenne pour voir si on arrive à créer un rock'n'roll un peu Frankenstein avec les plus corps. Chaque bout qui vient et qui forme quelque chose. Alors on les a recousus ensemble puis on regarde ce que ça donne et ça donne les Dead. Donc quand on va jouer en Amérique du Sud, les gens ils reconnaissent que c'est du rock'n'roll, mais ils se reconnaissent aussi que c'est pas américain. Et ça, ils disent mais c'est notre folklore ça. Alors c'est ça qu'on cherche en fait, c'est que tout le monde s'y reconnaisse. C'est ça l'universalité du folklore, j'imagine. Quelque chose comme ça. Alors si vous deviez être une célébration, une cérémonie, est-ce que ce serait alors, justement un enterrement à la Nouvelle-Orléans? Est-ce que ce serait un mariage dans les Balkans, un prêche dans une église du Mississippi, ou alors une orgie où tout est permis? Ce serait probablement un peu des quatre en même temps, parce qu'une orgie dans une église, c'est probablement ce qu'il y a de mieux. Mais... vous avez absolument raison. Ce qui nous importe, c'est les rituels. C'est vraiment essentiel. Quand on découvre un rituel, qu'il soit du 18e ou du Moyen-Âge, et que ça nous intéresse musicalement, on en fait un autre rituel. Et je pense qu'un concert de rock'n'roll, c'est un rituel aussi. Et je pense que les gens ont besoin de rituels parce que ça évoque un esprit qu'on ne connaît plus. Mais dans le rituel, cet esprit... une espèce d'instinct qui fait que les gens, quand il y a un rituel, il y a une idée qui passe dans ce rituel. Et je pense que cette célébration un peu païenne qu'est un concert de rock'n'roll, c'est aussi un rituel. Mais on s'inspire effectivement de chaque rituel qu'on croise. D'accord. Qu'il soit un mariage ou que ce soit un entraînement. Bizarrement, on s'est toujours défendu de jouer dans les anniversaires, parce qu'on nous demande. Les mariages, ça va. Mais on aimerait bien jouer des enterrements, mais on a un problème de marketing, je crois. Parce que les gens qui nous disent on aimerait que vous jouiez à notre entraînement, on dit oui, mais le problème c'est que quand il meurt, après, on n'est pas engagé forcément. Peut-être qu'il faudrait qu'on trouve une espèce de contrat à faire signer avant. C'est une idée. Il y a quelque chose à travailler. Là, on parlait des instruments assez particuliers, assez nombreux. Est-ce que c'est plutôt les instruments qui vont guider la recherche sonore et ouvrir de nouvelles portes, ou est-ce que ce sont les idées qui vont faire qu'on appelle de nouveaux instruments? C'est les instruments qui guident. C'est les instruments qui guident. Quand moi j'achète une nouvelle guitare, une vieille guitare quoi, il y a toujours plein de chansons dedans. Et en fait ça nous inspire ça. On cherche pas forcément les instruments étranges, on cherche des instruments qui nous plaisent. Que ce soit une vieille guitare électrique ou une neuve, ou un sistre de Thuringe que j'ai acheté neuf. Mais non, on découvre des nouveaux sons. Alors, tu me diras, nouveaux sons, autres musiciens. Oui, oui, tout ça c'est lié. L'idée de renouvellement un peu l'aventure, constant, quoi. Ouais. D'accord.
Si vous deviez réaliser une bande son pour un réalisateur, alors on part dans l'idée que tout est possible, parce qu'on peut aussi faire appel aux morts. Ça serait plutôt Emir Kusturica, est-ce que ça serait John Ford, David Lynch ou Jim Jarmusch? Mon souhait serait John Ford, mais on a plus de chances de se retrouver chez David Lynch. Mais en fait, on a souvent fait des bandes son de films. On travaille beaucoup au théâtre. Et surtout, on a failli... en fait, celui qui était le plus proche de nous engager, c'était Tim Burton. En fait, quand on était à Londres une semaine pour jouer, et en fait, chaque soir, toute l'équipe qui travaillait sur le film d'animation, qui faisait le Corpse Grinder, est venue au concert. Et ils voulaient absolument... Mais Tim Burton ne travaille toujours qu'avec le même musicien. Ouais. Donc, en fait, ils écoutaient, pendant qu'ils faisaient ce film, ils écoutaient notre musique. Donc ça aurait été plutôt naturel. Ça aurait été tout à fait adéquat, disons. Et ça aurait été quelque chose qui vous aurait Ah oui, alors, absolument. trouvé un peu dans l'univers. Absolument. Ouais. Alors, outre la musique, quelles peuvent être les autres inspirations un petit peu du groupe? Parce qu'on a parlé de films, mais peut-être dans les livres, dans l'art de façon générale. Il semblerait que les rituels et peut-être l'histoire un petit peu jouent aussi un rôle. C'est très simple. Il y a un journal à Moscou qui m'a posé la question de quelles étaient nos influences. Et puis, en fait, il espérait que je dise des trucs esthétiques avec des squelettes ou bien Vision ou des trucs un peu sombres, tout ça. Je lui ai dit, notre principale inspiration pour les Dead Brothers, c'est l'histoire européenne. Et il y a assez de sang et de choses horribles qui s'y passent pour que... Et effectivement, pour l'histoire, épuiser. je pense que c'est notre... c'est ce que je préfère. Et c'est là notre source d'inspiration, l'histoire. D'accord. On sent qu'il y a une volonté de mettre une ambiance, comme peindre un tableau sonore un petit peu dans la musique des Dead Brothers. Comment est-ce qu'on arrive à cet étirement un petit peu de la musique, c'est-à-dire sortir du format pop, sans forcément faire non plus 15 minutes juste de son, quoi, mais d'arriver à étirer au maximum comme ça la musique? C'est pas conscient alors. Par contre, effectivement, je connais les règles fascistes de la pop et on joue avec. J'adore les Beach Boys, pas spécialement les Beatles, mais en tout cas les Beach Boys. Il s'agit de jouer avec ça parce que en fait, quelqu'un qui va à un concert et qui n'est pas surpris quelque part, c'est un peu, dommage. Ça va pas être un moment mémorable pour lui. Non, ça va être un peu dommage s'il entend exactement ce qu'il attend. Donc effectivement, c'est aussi pour ça, cette découverte des instruments, cette découverte des musiciens, cette découverte des autres musiques d'ailleurs. Si nous, on n'est pas étonnés de ce qui se passe... Les autres ne seront pas étonnés non plus. Non. Et nous, on est étonnés sur scène encore. D'accord. Si vous aviez pu être un autre artiste que les Dead Brothers, peut-être qu'il n'y aurait peut-être pas cette volonté, mais est-ce que ça aurait été Screaming Jay Hawkins, Jimi Hendrix, Gigi Kell ou Nick Cave? On a tellement de héros. Il y a tellement de gens qui nous inspirent en fait. Ça dépend des jours et ça dépend des différentes personnes. Je ne crois pas que les Dead Brothers puissent être un autre. Par contre, des gens qui viendraient jouer dans les Dead Brothers, on a une longue liste des gens qu'on aimerait aussi inviter dans notre petite fête, qui passent. Chacun a ses préférés là. Ce serait malhonnête que je vous donne les miens, ma liste préférée. Mais je veux dire, ça va de Chris Bailey des Saints à Grant Hart de Husker Du, en passant par Satchmo et par Mez Row. Ça, c'est de toute façon très large et un grand, il y a tellement de gens grand melting pot. Ce serait Parajanov, le cinéaste arménien. Ce serait... il y a 15 000 histoires. D'accord. Tout ça, ça nous nourrit. Par contre, effectivement, un musicien... Les musiciens que tu as cités, par contre, c'est les musiciens qui ont fait un pas de côté. Qui n'ont pas fait les choses comme les autres. Et c'est tout juste. C'est tout juste. Bon, alors,
on sent quand même qu'il y a une volonté de faire un spectacle, justement, de faire une expérience pour le spectateur. Première chose, c'est comment est-ce qu'on arrive à passer de studio, finalement, à une musique de spectacle, une musique En live. fait, c'est l'inverse, là, pour nous, en l'occurrence. On est d'abord sur scène. Ouais. Le studio, c'est un autre art que j'approche depuis des années et que je ne maîtrise pas, mais on a nos petites recettes. Mais c'est plutôt, on est un groupe de scène d'abord, un groupe de spectacle d'abord. Et c'est juste qu'on est un groupe de spectacle et qu'on veut faire un spectacle. Parce que il faut bien comprendre que quand on a commencé, c'était en pleine vague techno. Le rock'n'roll était mort. Tout le monde Les années disait 90, une guitare électrique, oublie. Alors du coup, et monter sur scène avec un costume et un chapeau, c'était honni. Il fallait être soi-même. Moi, je disais juste, moi je suis moi-même de toute façon, mais si je monte sur scène, c'est parce que je fais un spectacle. Sinon je ne monterais pas sur scène. Donc si je suis sur scène et que je porte un chapeau, je fais un spectacle, c'est clair. Je ne vais pas faire semblant de ne pas faire d'un spectacle. C'est malhonnête de se regarder les chaussures et de dire je suis tous les jours comme ça. C'est pas vrai. C'est un spectacle. On monte sur scène, il y a des gens devant et voilà, on chante des chansons. Alors effectivement, on fait un spectacle. Et ça a été très vite reconnu parce qu'on n'est ni acteur de théâtre ni tout ça, mais ça fait maintenant 10 ans qu'on est engagé dans les théâtres pour venir sur scène, jouer de la musique live parce qu'on est un groupe de scène vivant. C'est des vivants morts, mais des morts vivants aussi. Sans partir dans les théories à la Bertolt Brecht, mais est-ce que vous êtes partisan du principe un petit peu d'immersion du spectateur dans le spectacle et que le spectateur fait partie finalement du spectacle et qu'il faut l'intégrer en tout cas Alors notre principal but, on dit, goal, c'est d'abolir le quatrième mur. Très clairement. On fait tout pour ça. Il y a 3 murs, d'accord, mais le 4e devant la scène, là, celui-là, il nous insupporte et on fait tout pour qu'il se désagrège. Et si le concert ne réussit pas, il ne s'est pas désagrégé, si à la fin il s'est désagrégé, le concert est réussi. D'accord. Très clairement. Eh ben on va espérer que ce soir, les murs vont tomber et on vous souhaite un très très bon concert et merci pour ce moment. Merci beaucoup. Cheers.